16h25, le 25 novembre 1941. Mer Méditerranée, à 60 milles nautiques au nord-ouest de la côte égyptienne, près de Sidi Barrani. Sur la passerelle du HMS Barham, l'un des plus puissants cuirassés de la Royal Navy. Des officiers britanniques savourent la douce chaleur du soleil méditerranéen. 31 000 tonnes d'acier, des canons de 381 mm, une forteresse flottante. À bord, 1311 hommes. Nul ne se doute que dans moins de 8 minutes, 862 d'entre eux seront morts. 200 mètres sous la surface de l'eau, juste en dessous de la flotte britannique, se trouve l'U-331, un sous-marin de type Fieke, 44 marins allemands, confinés dans 67 mètres d'acier. Commandant, Oberleutnant zur See Hans-Dietrich Freiherr von Tiesenhausen, 26 ans, né en Lettonie, élevé dans une famille noble. Il a rejoint la Kriegsmarine en 1934, à seulement 19 ans. Maintenant, 7 ans plus tard, il commande l'une des armes les plus meurtrières de la guerre. Il fixe le périscope, ses mains ne tremblent pas, son cœur s'emballe. Devant lui, toute la première escadre de bataille de la Royal Navy. Le HMS Queen Elizabeth mène la formation, le navire amiral, 32 000 tonnes de puissance. Derrière, le HMS Barham, navire jumeau de la classe Queen Elizabeth, construit en 1915, vétéran de la bataille du Jutland en 1916. Puis le HMS Valiant, un autre cuirassé de la même classe. 3 géants. Chacun d'eux pourrait anéantir un sous-marin entier d'une seule salve. 8 destroyers forment l'anneau de protection. HMS Jervis, HMS Jackal, HMS Kimberley, HMS Hotspur, HMS Nizam, HMS Napier, HMS Hasty, HMS Griffin, 32 guetteurs scrutent la mer, 16 opérateurs sonars écoutent, des centaines de grenades sous-marines prêtes, et au milieu de tout cela, l'U-331, invisible, inaudible, mortel. L'équipage de Tiesenhausen est jeune, le plus vieux marin a 34 ans. La plupart ont une vingtaine d'années. Le mécanicien Werner Bender, 22 ans, originaire de Hambourg, était garagiste avant la guerre. Maintenant, il attend que son sous-marin soit découvert à chaque instant. Le radio Hans Schmidt, 21 ans, de Munich, écrit depuis 3 mois des lettres à sa fiancée qu'il n'a jamais pu envoyer. Le matelot torpilleur Friedrich Klein, 23 ans, de Berlin, rêve la nuit des visages des hommes sur les navires qu'il a coulés. Ce ne sont pas des héros, ce sont des jeunes hommes dans un cercueil d'acier, 200 mètres sous la mer, entourés d'ennemis. Avant de continuer, si vous appréciez ce genre d'histoire, abonnez-vous maintenant. Ça ne coûte rien. Et ça aide énormément. Continuons. Tiesenhausen a un problème. Un problème impossible. L'U-331 s'est faufilé à travers l'anneau de destroyer. Un miracle en soi. Mais maintenant, il se trouve directement sous la flotte ennemie. Trop profond pour les torpilles, trop près pour fuir. S'il fait surface pour tirer, les destroyers le repéreront immédiatement. S'il reste où il est, il perd l'occasion de sa vie. La décision prend 3 secondes. Il ordonne la profondeur périscopique. 18 mètres. Le sous-marin monte, lentement. Trop vite créerait des bulles. Les bulles signifient la mort. Ce que Tiesenhausen ignore, c'est qu'il a une chance sur 1000. Le HMS Barham est déjà passé au-dessus de lui. Le Queen Elizabeth également. Son périscope perce la surface de l'eau. Il tourne et se fige à 400 mètres. Toute la largeur du HMS Barham remplit son champ de vision. Un angle parfait de 90 degrés. Le soleil brille directement sur le blindage gris. Il voit des marins britanniques sur le pont, des hommes qui fument, des hommes qui rient, des hommes qui seront morts dans 60 secondes, et ils ne le savent pas. HMS Barham, 26 ans, construit au John Brown Shipyard. En Écosse, marraine, Lady Barham,
veuve du grand amiral, baptisé le 31 décembre 1914, pendant que la Première Guerre mondiale faisait rage. Ce navire a survécu à la bataille du Jutland, la plus grande bataille navale de l'histoire. Il a combattu des croiseurs de bataille allemands. Il a traversé l'Atlantique. Il a combattu la flotte italienne en Méditerranée. Mais il n'a jamais été conçu pour une attaque venant d'en bas. Personne à l'époque ne pensait que les sous-marins pourraient menacer les cuirassés. Le blindage est épais sur le dessus, épais sur les côtés au-dessus de la ligne de flottaison. Mais sous la ligne de flottaison, seulement 100 mm, vulnérable. À bord, le capitaine Geoffrey Cook, 47 ans, dans la Royal Navy depuis 1912. Il commande le Barham depuis 1940. Il a une femme et 3 enfants dans le Devon. Son fils aîné, 19 ans, sert également dans la Royal Navy. Sur un destroyer dans l'Atlantique, Cook porte la lettre de sa femme dans sa poche de poitrine. Écrite il y a 2 semaines, elle écrit sur le jardin, sur le chat, sur des choses normales, des choses qui semblent si lointaines maintenant. Commandé Hugh Renwick, 52 ans, officier exécutif, l'homme le plus âgé à bord. Il aurait déjà dû être à la retraite, mais la guerre a besoin d'officiers expérimentés. Il reste. Sa femme comprend. Ou du moins, c'est ce qu'elle dit. Boyseman Robert Hughes, 16 ans, le plus jeune à bord, a menti sur son âge pour s'engager. La Royal Navy le sait. Ils détournent le regard. Ils ont besoin de chaque homme. Hughes écrit à sa mère tous les dimanches. Aujourd'hui, c'est mardi. Dans 3 jours, elle recevra la lettre qui lui dira que son fils est porté disparu. 1311 histoires, 1311 vies, toutes sur ce seul navire. Et Tiesenhausen les voit toutes à travers son périscope. Il a 40 secondes avant que le Barham ne soit hors de portée. 16h25 et 20 secondes. La voix de Tiesenhausen brise le silence dans le sous-marin. Tube 1 à 4. Feu! Le IWO, Erster Wachofficier, Oberleutnant Klaus Hümmelchen confirme. Cible acquise. Distance 375 mètres. Angle 90 degrés. Les 4 tubes d'étrave sont prêts. 375 mètres. C'est la portée des armes de poing. C'est suicidairement prêt. Si les torpilles ne touchent pas, si elles explosent prématurément, si quelque chose tourne mal, l'U-331 est à portée des canons de pont britanniques, à portée des grenades sous-marines, à portée de la mort. Tube 1, feu, 16h25 et 32 secondes. La torpille G7IA quitte le tube à 44 kLS/h, 300 kg d'hexanite. La propulsion à vapeur laisse une traînée de bulles visibles directement à la surface de l'eau. Chaque guetteur britannique peut la voir. S'il regarde, tube 2, feu. 3 secondes plus tard, tube 3, feu. Tube 4, feu. 4 torpilles dans l'eau. Temps de trajet vers le Barham, 47 secondes à 375 mètres de distance. Tiesenhausen reste au périscope. Il doit voir, il doit savoir. 44 hommes sous lui ne respirent pas. Le mécanicien arrête tous les moteurs non essentiels. Silence absolu. On n'entend que le tic-tac de l'horloge au mur. 30 secondes. Les torpilles se dirigent, droit sur le côté tribord du HMS Barham, à bord du Barham. Le guetteur Able Seaman William Crawford remarque quelque chose d'étrange dans l'eau. Une ligne, non. Plusieurs lignes. Des traînées de mousse blanche qui foncent droit sur le navire. Son cerveau met 2 secondes à comprendre. Puis il crie « Torpille, à tribord !» Trop tard, beaucoup trop tard. 16h26 et 19 secondes. La torpille 1 frappe, puis la torpille 2. Une demi-seconde plus tard, puis la torpille 3. 3 torpilles sur 4 atteignent le HMS Barham si près les unes des autres qu'elles créent une seule et massive colonne d'eau. Les détonations fusionnent en un seul tonnerre assourdissant. 900 kg d'explosifs explosent simultanément contre le blindage tribord. À bord du U-331, on l'entend. 3 coups sourds qui secouent tout le sous-marin. « Touché !» crie l'opérateur d'écoute. 3 impacts au milieu du navire.
Oberleutnant sur See Hans-Dietrich Freiherr von Tiesenhausen reste au périscope. Ce qu'il voit le hantera toute sa vie. Le HMS Barham s'incline immédiatement sur tribord. Pas lentement, pas graduellement. Immédiatement. La coque est déchirée. Des milliers de tonnes d'eau s'y engouffrent. Les torpilles n'ont pas touché les soutes à munitions. Pas encore. Mais elles ont détruit les cloisons étanches. Le blindage, qui devait rendre le Barham invulnérable, devient maintenant son cercueil d'acier. À bord, c'est le chaos. Les hommes glissent sur les ponts inclinés. Tout ce qui n'est pas boulonné vole sur tribord. Le capitaine Geoffrey Cook, sur le pont, comprend immédiatement. Il a peut-être quelques minutes, peut-être quelques secondes. Il ordonne « tout le monde à l'eau ». Immédiatement. Mais il n'y a pas le temps. Le Barham gîte déjà à 45 degrés sur tribord. Des hommes sautent à l'eau, d'autres courent vers bâbord, le seul côté qui émerge encore de l'eau. La coque entière pivote. 16h27, 2 minutes après l'impact des torpilles. Le Barham est couché sur le flanc. L'énorme coque fait maintenant face au soleil. Des hommes escaladent le côté comme des fourmis sur un arbre qui tombe. Le navire coule plus vite. Les hélices sortent de l'eau. À l'intérieur du navire, il y a encore des centaines d'hommes. Dans la salle des machines. Dans les ponts inférieurs, prisonniers, l'eau monte, l'air se raréfie, les hommes frappent contre les parois d'acier. Personne ne les entend. Personne ne peut les entendre. 16h29, 4 minutes après l'impact des torpilles, le Barham est presque complètement retourné. Seule la quille pointe vers le haut, et puis cela arrive, les soutes à munitions explosent. Tiesenhausen le voit à travers le périscope, une explosion qui obscurcit le soleil. Des obus de 381 mm, des centaines d'entre eux détonnent simultanément. L'onde de choc est si massive qu'elle secoue le U-331, bien qu'il soit à 400 mètres. Une colonne de feu jaillit à 150 mètres dans le ciel. Fumée, flammes, pièces d'acier volant comme des confettis. Le HMS Barham, cuirassé de 31 000 tonnes, fierté de la Royal Navy, se brise en deux. La proue plonge la première, puis la poupe. L'eau bouillonne à cause de la chaleur de l'explosion. Le pétrole brûle à la surface de l'eau. Le temps total entre le premier impact de torpille et le naufrage complet, 4 minutes et 17 secondes. Du moment où Tiesenhausen a ordonné le tir jusqu'à l'explosion finale, 8 minutes et 11 secondes. Sur les 1311 hommes à bord, 449 survivent, 862 meurent. Beaucoup dans l'explosion des soutes à munitions. Beaucoup se sont noyés dans des compartiments fermés. Certains ont brûlé dans le pétrole en feu à la surface. La plupart des morts ont moins de 25 ans. 39 ont moins de 18 ans. À bord du U-331, c'est le choc. Tiesenhausen abaisse le périscope. Ses mains tremblent, maintenant. Plongé à 200 mètres. Immédiatement. Sa voix est rauque. Le sous-marin s'enfonce dans les profondeurs. Au-dessus d'eux, l'enfer commence. 8 destroyers britanniques savent maintenant qu'un sous-marin est ici. Ils savent qu'il ne peut pas être loin. Ils commencent leur chasse. Le HMS Jervis fonce vers le lieu de l'explosion. Les équipes de grenades sous-marines chargent. Le sonar cherche. Le commandant est hors de lui de rage. Un cuirassé a explosé sous ses yeux. En 8 minutes, au milieu de leur formation protégée, impossible, mais c'est arrivé. Le U-331 repose maintenant à 200 mètres de profondeur. Tous les moteurs coupés, sauf en cas d'absolue nécessité. Les hommes ne font que chuchoter. Le moindre bruit peut signifier la mort. D'en haut, ils entendent les hélices des destroyers. Ping, ping, ping. Le sonar cherche. Le maître mécanicien Friedrich Radmacher surveille la batterie. 78% de charge. Assez pour peut-être 18 heures sous l'eau. Mais l'air se détériore. À chaque respiration, le taux de CO2 augmente. Dans 6 heures, l'air sera toxique. La première attaque de grenades sous-marines arrive à 16h47, 22 minutes après le naufrage du Barham.
Le HMS Jervis lance un tapis de 12 grenades sous-marines, réglées à 150 mètres de profondeur. Le U-331 est à 200 mètres. Malgré cela, les ondes de choc sont dévastatrices. Boum, boum, boum. Les explosions résonnent comme des coups de marteau sur la coque. Les ampoules éclatent. Une torpille dans le tube arrière commence à fuir. De l'eau salée goutte. Les hommes s'accrochent aux tuyaux. Un jeune matelot vomit. L'odeur se répand dans le sous-marin. Personne ne dit rien. Situation actuelle. 500 abonnés, 16 000 heures de visionnage. Si vous souhaitez regarder régulièrement, abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement compte. Continuons l'histoire. Tiesenhausen comprend la situation. Les Britanniques savent où il est approximativement. Ils peuvent lancer des grenades sous-marines toute la nuit. Ils ont des réserves illimitées. Il a de l'air limité, une batterie limitée, du temps limité. Il prend une décision. Une décision folle. À 19h30, 3 heures après le naufrage du Barham, il ordonne de changer de profondeur. Pas vers le haut, vers le BS, à 240 mètres. C'est au-delà de la profondeur de plongée sécuritaire pour un sous-marin de type VC. La construction est certifiée pour un maximum de 220 mètres. À 240 mètres, la coque pressurisée pourrait imploser. Mais Tiesenhausen parie que les Britanniques ne régleront pas leurs grenades sous-marines aussi profondément. Il a raison. La prochaine vague de grenades sous-marines explose à 20h15. Cette fois, 200 mètres au-dessus du U-331. L'équipage les entend, mais les ressent à peine. Le plan fonctionne, mais de nouveaux problèmes surgissent. À 240 mètres de profondeur, la pression de l'eau est de 25 bars. C'est 25 kg par centimètre carré. Sur chaque soudure, sur chaque boulon, la coque craque. Des bruits métalliques pénètrent dans le sous-marin. Des bruits que les opérateurs sonars sur les destroyers britanniques peuvent entendre. Le HMS Hotspur entend quelque chose à 21h34. Des craquements métalliques, profonds, très profonds. L'opérateur sonar appelle son commandant. « Monsieur, j'ai quelque chose. Relèvement 347. Signal très profond. » Mais le commandant est sceptique. C'est trop profond pour un sous-marin. Probablement des couches thermiques ou des épaves au fond. Le U-331 survit grâce à cette erreur. La nuit s'éternise, heure après heure, l'air se détériore, les hommes respirent superficiellement, les maux de tête commencent, signe d'empoisonnement au CO2, les batteries tombent à 34%. Si elles tombent en dessous de 20%, ils ne pourront plus plonger rapidement ou manœuvrer, ils deviendront un canard flottant. À 03h17, 11 heures après l'attaque, ils entendent enfin les hélices des destroyers s'éloigner. Les Britanniques abandonnent, ils doivent le faire. Les marins survivants du Barham ont besoin de soins médicaux. Les destroyers doivent protéger la flotte. Ils ne peuvent pas chasser un seul sous-marin toute la nuit. Tiesenhausen attend encore 2 heures. À 05h30, dans une obscurité absolue, il donne l'ordre. Remonter à profondeur de périscope. Le sous-marin s'élève. 240 mètres, 200 mètres, 150 mètres, 100 mètres, 50 mètres, 18 mètres. Périscope déployé. La mer Méditerranée est déserte. Aucun navire en vue. Seule une nappe de pétrole enflammée au loin marque l'endroit où le HMS Barham a sombré. Remontée, démarrage des moteurs diesel, recharge des batteries, ouverture des trappes de ventilation. L'U-331 perce la surface, la trappe s'ouvre, de l'air frais s'engouffre à l'intérieur. Les hommes respirent profondément, certains pleurent de soulagement. Ils ont survécu. 44 marins allemands contre la Royal Navy entière, et ils ont gagné. Mais la victoire a un goût de cendre. Tiesenhausen se tient sur la passerelle. Le soleil se lève sur la mer Méditerranée. Au loin, il aperçoit encore de la fumée.
Là reposent 862 marins britanniques, des hommes qui, il y a 13 heures, étaient encore vivants, des hommes avec des familles, des rêves, des projets d'avenir. Cap sur Salamine, ordonne-t-il. Sa voix est inexpressive. Toute vitesse, l'U-331 disparaît vers l'est, les moteurs diesel martèlent, l'équipage se tait, ce qu'ils ont fait. Et ce à quoi ils ont survécu, il n'y a pas de mots pour le dire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'onde de choc véritable arrive maintenant. À Londres, la nouvelle parvient à l'amirauté à 08h00 le 26 novembre. L'amiral Sir Dudley Pound, First Sea Lord, lit le rapport 3 fois, puis il appelle Winston Churchill. Churchill est incrédule. Un seul sous-marin? Au milieu de notre formation? À travers 8 destroyers? Impossible. Mais ce n'est pas impossible. C'est arrivé. La Royal Navy lance une enquête. Ce qu'elle découvre est terrifiant. L'U-331 n'a pas percé par chance. Tiesenhausen a parfaitement compris les tactiques anti-sous-marines britanniques. Il savait que les destroyers regardaient vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Il savait que le sonar était inefficace dans les couches thermiques. Il savait que les Britanniques ne s'attendraient pas à ce qu'un sous-marin se trouve directement sous leur flotte. Il a exploité la psychologie, l'arrogance, la présomption que les cuirassés britanniques sont en sécurité dans les eaux britanniques. L'enquête révèle aussi autre chose, quelque chose qui ébranle l'amirauté. Le HMS Barham n'est pas le premier navire à être coulé de cette manière, et ce ne sera pas le dernier. Le 13 novembre 1941, seulement 12 jours avant le Barham, le porte-avions HMS Ark Royal a été coulé par l'U-81. Même tactique. Infiltration à travers l'anneau de destroyer. Torpilles tirées à une distance impossible. La Royal Navy doit repenser toute sa doctrine anti-sous-marine. Nouveau modèle de sonar, réglage de profondeur plus important pour les grenades sous-marines, plus de destroyers par formation. Tout ça à cause d'un Oberleutnant allemand de 26 ans et de son équipage de 44 hommes. Mais il y a encore un rebondissement auquel personne ne s'attend. L'U-331 ne survit que 15 mois de plus, le 17 novembre 1942, presque exactement un an après l'attaque du Barham. L'U-331 traque un convoi au large des côtes algériennes. Tiesenhausen est toujours le commandant. De nombreux membres d'équipage sont toujours à bord. Ils infiltrent à nouveau une formation britannique, la même tactique, directement sous les destroyers. Profondeur de périscope, torpille prête. Mais cette fois, ça ne marche pas. Le HMS Redoute, un destroyer britannique, est équipé d'un nouveau sonar, amélioré après le Barham. Il peut détecter les contacts profonds. Il peut trouver les sous-marins sous les couches thermiques. À 14h23, le Redoute signale « Contact sous-marin, relèvement 192, profondeur estimée à 180 mètres. » Cette fois, le commandant y croit. Cette fois, les grenades sous-marines sont réglées sur 200 mètres. L'attaque arrive sans avertissement. 18 grenades sous-marines. Modèle parfait. Directement au-dessus de l'U-331, les explosions déchirent la coque résistante. L'eau s'engouffre, le sous-marin s'enfonce. Tiesenhausen ordonne la remontée. Les ballasts sont purgés. Mais il est trop tard. Trop d'eau, trop de dégâts. L'U-331 implose à 300 mètres de profondeur. Les 49 membres d'équipage meurent instantanément. La pression écrase le sous-marin comme une boîte de conserve. Tiesenhausen, Hümmelchen, Radmacher. Les 44 hommes qui ont survécu au Barham plus les 5 nouveaux, tous morts en quelques secondes. L'ironie est cruelle. Tiesenhausen survit à l'attaque la plus impossible de l'histoire des sous-marins. Il échappe à 8 destroyers. Il reste 11 heures à 240 mètres de profondeur. Et puis, il meurt à cause de la tactique exacte qu'il a utilisée contre le Barham. La Royal Navy a appris la Kriegsmarine, pas assez vite. Mais attendez, il y a encore quelque chose.
Quelque chose qui n'est découvert qu'en 1945. Lorsque les archivistes britanniques analysent les journaux de guerre des sous-marins allemands, ils trouvent une entrée dans le journal de Tiesenhausen datée du 26 novembre 1941. Écrite après l'attaque du Barham, l'entrée dit « Aujourd'hui, nous avons écrit l'histoire. Nous avons coulé le HMS Barham en 8 minutes. Les hommes célèbres. Je ne peux pas. Je ne vois que les visages. 862 hommes que j'ai tués. Je ne sais pas si je dois être fier ou honteux, peut-être les deux, peut-être est-ce la guerre. Cette entrée sera plus tard conservée dans les archives navales britanniques, à côté d'un autre document. Une lettre du capitaine Geoffrey Cook, le capitaine du HMS Barham, écrite 3 semaines avant sa mort. La lettre est adressée à sa femme, datée du 3 novembre 1941. Il écrit « Nous chassons les sous-marins en Méditerranée. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Les Allemands s'améliorent, plus intelligents. Un jour, ils trouveront un moyen de percer nos défenses. Je prie seulement que ce ne soit pas mon navire. 3 semaines plus tard, son navire explose sous lui. Il meurt dans l'explosion des soutes à munitions, avec 861 autres hommes. Les 2 documents, le journal de Tiesenhausen et la lettre de Cook, sont aujourd'hui exposés à l'Imperial War Museum de Londres, côte à côte, commandants ennemis, adversaires. Et pourtant, tous 2 comprenaient la même vérité. La guerre n'est pas noire et blanche, ce n'est pas le bien contre le mal, ce sont des hommes qui suivent des ordres, des hommes qui se battent pour leur pays, des hommes qui meurent pour des décisions prises par d'autres. Tiesenhausen n'était pas un monstre, il était un officier de marine qui faisait son travail, brillant, mortel, mais aussi tourmenté par des doutes. Cook n'était pas un imbécile. Il était un capitaine expérimenté qui comprenait les dangers, mais il n'a pas pu les éviter. 862 Britanniques sont morts en 8 minutes. 49 Allemands sont morts 1 an plus tard. Aucun d'eux ne voulait mourir. Aucun d'eux ne haïssait personnellement l'autre. Mais la guerre ne fait pas de telles distinctions. Pour être honnête, la chaîne a besoin de 1000 abonnés pour continuer à se développer. Actuellement, nous en sommes à 500. Si vous appréciez ce travail d'histoire détaillé, abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement nous rapproche de davantage de recherches, d'archives et de documentaires plus approfondis. Il y a encore un dernier rebondissement, un rebondissement qui n'est devenu public que dans les années 1980. En 1982, un historien militaire britannique, le professeur David Sirrett, mène des entretiens avec les membres d'équipage survivants du Barham. L'un d'eux est William Crawford, le guetteur, celui qui a repéré les torpilles en premier. Emile Crawford a maintenant 67 ans. Il raconte son histoire pour la première fois depuis 40 ans. « J'ai vu les sillages des torpilles, dit-il. 4 lignes blanches dans l'eau. J'ai crié l'alerte, mais ma voix était trop faible. Je n'étais qu'un simple matelot de 19 ans. Personne ne m'a entendu. Et puis elles ont explosé. J'ai été projeté à l'eau. Quand j'ai refait surface, le navire était déjà sur le flanc. J'ai nagé aussi vite que possible. Je savais que les soutes à munitions allaient exploser. J'étais à 200 mètres quand c'est arrivé. L'onde de choc m'a soulevé hors de l'eau. J'ai cru que j'étais mort. L'intervieweur demande « Est-ce que vous haïssez le commandant allemand ?» Émile réfléchit longuement. Puis il dit « Non, je hais la guerre. Tiesenhausen faisait son travail, je faisais le mien. Mes amis sont morts. Ses amis sont morts plus tard. Nous avons tous perdu. Les seuls gagnants ont été les politiciens, bien à l'abri à Londres et à Berlin. Cet entretien fera partie de la collection de l'Imperial War Museum. Il est d'une honnêteté brutale. Il montre ce que les soldats savent, ce que les civils ne comprennent souvent pas. À la guerre, il n'y a pas de vrais gagnants, seulement des survivants et des morts. L'analyse technique du naufrage du HMS Barham a changé la guerre navale pour toujours.
Les ingénieurs britanniques ont analysé chaque aspect. Ils ont découvert, premièrement, les torpilles ont toutes frappé en dessous de la ceinture blindée. Le HMS Barham avait 330 mm de blindage sur les côtés, mais seulement au-dessus de la ligne de flottaison. En dessous, il n'avait que 100 mm. Tiesenhausen le savait, il a visé spécifiquement la zone non protégée. Deuxièmement, les 3 torpilles ont frappé en 0,7 secondes. Si près que les ondes de choc se sont additionnées. Une seule explosion aurait peut-être résisté aux cloisons étanches. 3 explosions simultanées les ont déchirées. Troisièmement, le chavirage rapide a empêché les opérations de sauvetage. Normalement, il faut 15 à 30 minutes pour qu'un cuirassé coule. Cela laisse le temps d'évacuer. Le HMS Barham a basculé en 4 minutes. Pas de temps pour une évacuation organisée. Pas de temps pour ouvrir les écoutilles. La plupart des hommes sous le pont ont été immédiatement piégés. Quatrièmement, l'explosion des soutes à munitions était évitable. La conception britannique plaçait les chambres à munitions trop près de la coque extérieure. Les cuirassés allemands et américains avaient une meilleure séparation. Après le HMS Barham, la Royal Navy a modifié tous ses modèles. Ces 4 découvertes ont probablement sauvé des milliers de vies britanniques pendant les années de guerre restantes. Mais elles sont arrivées trop tard pour les 862 hommes du HMS Barham. Les noms sont gravés dans la pierre au National Memorial Arboretum dans le Staffordshire, en Angleterre. 862 noms. Le plus jeune, Boy Seaman Robert Hughes, 16 ans. Le plus âgé, commandé Hugh Renwick, 52 ans. Chaque 25 novembre, les survivants et les familles s'y rassemblent. Ils sont de moins en moins nombreux. Emil Crawford est décédé en 1988. La plupart des autres survivants sont maintenant également morts. Bientôt, il ne restera plus personne en vie qui en ait été témoin. Mais l'histoire reste, la leçon reste, un seul U-boot, 375 mètres de distance, 4 torpilles, 8 minutes. C'est la différence entre la vie et la mort dans la guerre navale. C'est comme ça que la ligne est fine entre le triomphe et la tragédie, quelques secondes plus tôt ou plus tard. Peut-être que le HMS Barham aurait vu les torpilles, peut-être qu'il aurait manœuvré, peut-être que 862 hommes auraient revu leur famille, mais peut-être ne compte pas à la guerre. Seul ce qui s'est passé compte, et ce qui s'est passé le 25 novembre 1941, c'est ceci. Oberleutnant zur See Hans-Dietrich Freiherr von Tiesenhausen et 44 sous-mariniers allemands ont accompli l'attaque la plus impossible de l'histoire des U-boots. Ils ont infiltré une flotte protégée. Ils ont coulé un cuirassé en 8 minutes. Ils se sont échappés contre toute attente, et 1 an plus tard, ils ont payé le prix le plus élevé pour leur succès. C'est la vraie histoire. Pas de propagande, pas de héros. Seulement des hommes qui faisaient la guerre, des hommes qui sont morts, des hommes que nous ne devons jamais oublier. Les documents d'archives sont clairs. Les témoins oculaires ont parlé. Les analyses techniques sont terminées. Ce n'est pas une légende. C'est l'histoire. Ce ne sont pas seulement des statistiques provenant d'archives poussiéreuses. Ce sont les moments qui ont décidé du destin de millions de personnes, de vrais soldats, une vraie peur, de vraies conséquences. Ces histoires ne doivent jamais être oubliées. Si ces vérités historiques sont importantes pour vous, alors soutenez-moi avec Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives, de numériser des documents rares, d'interviewer les derniers témoins oculaires. Le HMS Barham repose aujourd'hui à 100 mètres de profondeur, à 60 miles au large des côtes égyptiennes. C'est une tombe de guerre. La plongée est interdite. 862 hommes y reposent. Pour toujours, l'U-331 repose à 300 mètres de profondeur au large d'Alger. 49 hommes y reposent. Pour toujours, les 2 navires, les 2 équipages, tous morts.
c'est le prix de la guerre. C'est ce que cela signifie vraiment quand nous parlons de guerre navale. Pas des stratégies sur des cartes, des gens qui meurent. N'oubliez jamais leur nom. N'oubliez jamais leur sacrifice. N'oubliez jamais que des hommes se battaient des deux côtés, qui voulaient seulement rentrer chez eux, et la plupart d'entre eux ne sont jamais revenus.